Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'un fléau scénaristique qui a ravagé plus d'un manga, en tout cas plus de mangas que la pandémie n'a ruiné le calendrier de sortie. Là on va parler des niveaux de puissance, des power levels, ou pour les allergiques à l'anglicisme, les niveaux de puissance chiffrés. Vous savez, ce moment magique où un mec dans un shonen neketsu, c'est-à-dire un shonen centré sur la baston, débarque à l'écran, fait péter son aura et pop, un chiffre sort de nulle part, 17 456. Voilà, vous êtes censé trembler, parce que visiblement la peur est proportionnelle aux chiffres. On oublie le charisme, le mystère ou même la mise en scène. Non, maintenant ce qui compte, c'est si tu dépasses les 5 chiffres ou pas. Sinon, bah t'es un insecte. Mais attends 2 secondes, c'est ça un bon combat en fait? C'est pas ça un bon combat, non? Quand on te demande ce qui rend une scène de baston incroyable, tu réponds quoi? Le chiffre? Ou le poids émotionnel, la mise en scène, la stratégie, les enjeux, enfin tout ça quoi. Et évidemment, spoiler, si t'as répondu le chiffre, c'est que tu fais partie du problème, désolé. Alors aujourd'hui, on va plonger dans cette obsession absurde de quantifier la force dans les shonen, que ce soit dans DBZ ou Seven Deadly Sins, ou bien d'autres d'ailleurs on en parlera, et on va voir aussi comment ce concept a pourri des œuvres entières, comme une moisissure sur un gâteau d'anniversaire, et pourquoi aussi réduire un affrontement à une soustraction, c'est probablement l'un des trucs les plus paresseux, scénaristiquement parlant, qu'un mangaka puisse faire. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà, on va commencer simplement. Un bon combat dans une histoire, c'est quoi? C'est une confrontation où des personnages veulent obtenir quelque chose et sont prêts à en découdre pour ça. Ça peut être pour sauver le monde, venger un proche, prouver leur valeur, ou juste parce que c'est Mardi Gras. Mais dans tous les cas, ce qui rend le combat captivant, c'est ce qu'il représente, pas juste ce qu'il mesure. Sauf que depuis que DBZ a lâché la fameuse bombe It's Over 9000, eh bien, il y a eu un avant et un après. C'était censé être un détail satirique, une critique même à un gadget qui foire systématiquement. D'ailleurs, le Scouter, que portait fièrement Vegeta et Nappa à l'époque, était censé être une critique en fait, à un gadget qui foire systématiquement parce qu'il est incapable de capter la vraie force des personnages, qui justement est fluctuante. Mais devinez quoi, le public a vu ça et a dit c'est super, des chiffres, on aime beaucoup les chiffres. Et depuis, c'est devenu la norme. Tu veux montrer qu'un méchant est fort, pas besoin de l'écrire intelligemment en fait. Tu lui files un chiffre élevé, voilà, suspense terminé. Le mec est une menace parce que l'auteur l'a décrété avec une balise numérique. C'est comme si dans un film d'horreur, au lieu de te faire flipper avec une musique anxiogène, des sons étranges et une ombre au fond de la pièce, on te disait juste attention hein, ce mec-là a un indice de dangerosité de 8,4 sur l'échelle de Vendredi 13. Et clairement, avec pas mal de shonen, on en est là. Et c'est pas juste un truc de feignant, c'est une réduction infantilisante de la narration. C'est dire au spectateur, ne t'inquiète pas, on va pas te demander de ressentir quoi que ce soit, juste de comparer des chiffres. Et résultat, on transforme des affrontements potentiellement mythiques en un problème de maths mal rédigé. C'est-à-dire que personnage A a 5000 points, personnage B a 1000 points et qui gagne, en fait tout le monde s'en fout. Bon évidemment c'est le personnage A, mais au final on s'en bat les steaks parce qu'il n'y a rien à ressentir, juste un résultat mathématique prévisible. Et ne me lancez surtout pas sur les combats où l'un des deux personnages a une forme secrète qui fait monter son score, comme dans un jeu mobile avec micro-transactions. Oh non, il était à 40 000, mais c'était en fait sa forme de base. Mais maintenant il est à 180 000, attention. Oh là là là. Enfin, waouh, quelle écriture, quel twist, hein. Quelle insulte à mon intelligence et à la vôtre également. Et justement, après DBZ, on va parler de Seven Deadly Sins, un shonen neketsu qui s'est clairement tiré une balle avec son vulgaire compteur, puisque Seven Deadly Sins au départ, c'était pas si mal que ça. C'est un cocktail bien dosé entre baston d'entités quasiment Lovecraftiennes, des designs relativement classe, un humour un peu débile mais parfois charmant, et surtout des combats imprévisibles, tendus et nerveux. Les premiers arcs regorgeaient de moments stylés où les personnages utilisaient leur cerveau, leur pouvoir unique et une bonne dose de panache pour l'emporter. Je veux dire, souviens-toi du moment où Gil Thunder balance sa lance depuis l'autre bout de la planète et Meliodas la chope nonchalamment avant de la renvoyer. Il n'y avait pas un mot à l'époque, pas de chiffres, juste une démonstration de puissance visuelle, scénaristique et organique. Et là on dit ok, super, les enjeux sont en train de monter. Et là on ressent quelque chose. Puis un jour, quelqu'un, dans un bureau, probablement possédé par je ne sais quel démon du shonen marketing, a dit « Et si on rajoutait un système de niveau de puissance, avec un œil magique qui dit tout ?» Comme un radar à hype, mais version flemme quand même, parce qu'on va tout de même pas se casser la tête. Et ce fut la naissance de la chose, entre guillemets. L'œil magique de Baylor, l'appareil qui a transformé chaque personnage de Seven Deadly Sins en carte Pokémon, on va pas se mentir, parce que tout d'un coup, le mystère est mort. Directement. Pourquoi se casser la tête à écrire une montée de tension quand tu peux juste afficher « Oh non, il a 48 000 points, mais moi je suis à 35 000 points !» Et là, bim, ce ne fut plus des combats, ce fut des fiches Excel.
qu'on voyait effectivement à longueur de temps dans Seven Deadly Sins. Et les combats sont forcément devenus prévisibles. L'introduction du système chiffré dans ce manga a détruit ce qui rendait les affrontements intéressants. Et ce qui rendait les affrontements intéressants, c'est le doute. Justement. Avant, tu te demandais, est-ce qu'il va s'en sortir? Il semble le dépasser, mais peut-être qu'il a un plan. Mais bon, maintenant, après Baylor, tout ce que tu te dis, c'est, ok, il a 20 000 points de moins que moi, donc je vais l'éclater. Ou alors, il va avoir une transformation secrète, et ensuite, ce sera moi qui me fera éclater. Super. C'est plus des combats, c'est un algorithme. C'est comme si tu essayais de regarder une partie d'échecs avec un panneau au-dessus de chaque joueur qui dit « Ce mec va gagner, voici son pourcentage de win rate, bonne chance pour l'émotion, les frérots ». Non mais c'est quand même compliqué. Mais attendez, c'est même pas fini. Parce que le summum de la paresse d'écriture, c'est quand l'évolution des personnages est elle-même réduite à un upgrade numérique. Avant c'était il s'est entraîné, il a maîtrisé un pouvoir interdit et il a fait face à ses traumatismes, donc il est plus fort. Mais sauf que après l'œil de Baylor, il est passé de 47 000 points à 60 000 points. Parce qu'il a crié très fort et a eu un flashback un peu larmoyant. La progression devient linéaire, fade et sans impact émotionnel. Plus de symbolisme, plus de mérite narratif, juste une jauge de puissance qui monte. C'est comme si tu demandais à quelqu'un, alors il a évolué comment ton perso préféré? Et que le mec te réponde, en fait maintenant il fait 22% de dégâts de plus, voilà c'est tout. Enfin ouais, génial, mais non merci, finalement. Et là où ça pique vraiment, c'est que le mangaka de Seven Deadly Sins, c'est-à-dire Nakaba Suzuki, savait écrire des combats sans ça. Il l'a prouvé au début, il avait les outils, il avait le talent, et pourtant il a préféré céder à la facilité du plus gros chiffre. Alors oui, Escanor a tout emporté avec sa présence de gigachad solaire, mais une fois qu'il a quitté la scène, il y a plus rien, il y a le vide. Il y a juste l'écran qui affiche 93 000, et toi t'es là, les bras croisés, l'œil vide, en train de regretter l'époque où un mec balançait une épée et que c'était suffisant pour te faire vibrer. Et clairement, le système des niveaux de puissance, des power levels, c'est comme donner des spoilers avec un mégaphone en pleine salle de cinéma. Tu tues le plaisir avant même qu'il ne commence. Et Seven Deadly Sins avait tout à la base. Et puis un jour, quelqu'un a cru que coller un chiffre sur l'épaule de chaque personnage allait améliorer l'histoire, sauf que spoiler, pas du tout. Donc vous l'aurez compris, c'est de la merde, mais bon voilà quoi. Pendant que d'autres animés nous balançaient des combats façon mon niveau de puissance est de 150 000 et le tien de 80 000, donc tu vas mourir en 3 cases, eh bien il y a Jojo Bizarre Adventures qui a débarqué et qui a dit t'as une capacité, c'est bien, mais est-ce que tu pourrais t'en servir quand un mec armé d'un trombone et d'une boîte de conserve essaie de te faire exploser les testicules depuis une autre dimension? Puisque Jojo Bizarre Adventures, c'est le seul univers où tu peux mourir à cause d'une pièce de monnaie, d'un CD et d'un pigeon psychopathe. Et franchement, c'est magnifique. Pas de chiffres, que des idées et des trucs chelous dans Jojo's. Pas besoin de scouter, pas d'œil de Baylor, pas de bullshit numérique, tout repose sur un truc très simple, l'inconnu. Chaque combat, c'est un puzzle dans Jojo Bizarre Adventure. Une énigme, une crise de panique bien mise en scène. Tu sais pas comment l'ennemi va te tuer, tu sais juste qu'il le peut. Et là, le mangaka, c'est-à-dire Araki, te fait poireauter, te fait flipper, pendant que l'ennemi fait sortir un flingue d'une banane ou déforme l'espace en chantant du Queen. Et forcément, t'es là comme un idiot à te suer et à te dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Et c'est là que tu réalises que c'est bien. que c'est très bien même. Parce que t'as aucune certitude. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de stats, juste de l'ingéniosité, du WTF, du danger et un génie complètement tordu. Chaque stand dans JoJo's a ses propres règles, a ses faiblesses, a ses limites, et c'est là que les combats deviennent beaux. En fait, quand les personnages doivent réfléchir, c'est là où c'est stylé, quand ils n'ont pas juste à hurler plus fort ou à évoluer en super méga alpha God Form 2. Non, ils doivent comprendre l'adversaire. Exemple, Jotaro dans la partie 3 contre Dio. Ok, ils sont tous les deux surpuissants, mais la victoire ne vient pas de juste qui tape le plus fort, elle vient de qui comprend mieux les règles du pouvoir de l'autre, qui observe, qui bluffe, qui piège. Et tu sais ce que c'est ça? C'est un vrai combat narratif. Dans JoJo's, un personnage ne revient pas de son entraînement avec plus 30 000 en punch, il revient avec une nouvelle manière d'utiliser le même pouvoir, mais plus intelligemment en fait. Josuke qui utilise son pouvoir de guérison pour piéger un ennemi, Jolene qui manipule des fils pour créer des leviers, des leurres, des armes improvisées, et même Giorno, le mec qui peut littéralement créer la vie, doit souvent réfléchir plus vite que son ombre afin de survivre. Dans JoJo's, tu gagnes pas parce que t'es le plus fort, tu gagnes parce que t'es le plus malin. Bon allez, on a vu ce que ça donne quand tu chiffres la puissance comme si tu faisais l'inventaire d'un entrepôt Amazon. C'est froid, c'est prévisible et ça flingue toute tension narrative. Maintenant, penchons-nous sur un truc bien plus subtil, bien plus utile et un peu moins con. Ce qu'on appelle les tier lists de puissance, les power rankings. Parce que oui, il existe un monde entre aucune règle et ton chiffre est plus gros que le mien, donc je meurs. Et ce monde, il est peuplé de grades, de classes et de titres. Ce sont des codes flous, mais évocateurs, des repères narratifs sans forcément saboter le suspense. Et franchement, moi j'aime bien aussi ce système. Je dirais peut-être que c'est mon système préféré. Et la différence, c'est la précision. C'est-à-dire que dans le power levels, on va dire qu'un personnage a 57 900 points de puissance, c'est extrêmement précis, mais dans ce qu'on appelle le power ranking, dans les rangs de puissance, je sais pas comment dire ça en français, eh bien on dit qu'un personnage est de rang S, ou de grade spécial, ou capitaine de division, ou exorciste de classe 1. Je pense que vous verrez plus ou moins à quel manga je fais référence avec chacune de
ces expressions. Parce que le power level te donne l'issue du combat avant même qu'il ne commence. Alors que le ranking, lui, te dit juste attention, ce gars est pas là pour faire des câlins. Tu comprends qu'il est puissant, mais tu ne sais pas encore comment. Et c'est là que réside toute la magie. Si on prend Jujutsu Kaisen, je vais dire des gentilles choses sur ce manga pour une fois. Hein. C'est qu'en général, je vomis ma haine sur ce manga, mais je vais être gentil, hein. Histoire de. Gojo est de rang spécial, Sukuna aussi, et le truc c'est qu'ils ont pas de chiffres. Donc tu sais pas à quel point ils sont forts et lequel est plus fort que l'autre. Tu sais juste que quand ils débarquent, tout le monde doit serrer les fesses. Le classement te dit juste qui joue dans quel cours, pas comment le match va finir. Et ça marche. Et même chose dans Yu Yu Hakusho, avec les démons de rang S, de rang B, de rang C, voilà quoi. Avec Toguro qui est de rang B+, avec Sensui qui est de rang S en forme finale, bah bref, voilà quoi. C'est sympathique. Et même dans Naruto, attention, là, il est question d'un miracle, puisque je vais dire quelque chose de sympathique sur Naruto, attention, hein. Vous pouvez clipper, vous inquiétez pas, ça ne durera pas longtemps, mais voilà, dans Naruto, il y a le système Genin, Chunin, Jonin, ce qui est simple mais efficace. On te dit pas que Kakashi a 127 000 de chakra, on te dit ce mec est un Jonin, il a copié 1000 techniques. D'ailleurs, c'est du mytho absolu, j'ai déjà fait assez de vidéos sur ça, mais bon, admettons, voilà, on va dire que c'est pas grave, on va fermer les yeux, et finalement ça suffit. Parce que c'est l'imaginaire autour du rang qui donne du poids, et surtout les exceptions existent. Un Genin peut battre un Jonin, c'est rare, c'est stylé, mais c'est possible, parce qu'il y a des surprises. C'est pas un système figé, c'est un outil de storytelling. Bon voilà, je vais arrêter maintenant de dire des choses positives sur Naruto, parce que là je commence effectivement à manquer d'air. Bref, on va passer à Bleach maintenant. Chacun a son rang, mais personne n'a un compteur qui clignote au-dessus de la tête. Tu sens qui est fort, vu qu'il y a effectivement les capitaines de division avec les espadas et nanani nana, mais tu ne sais jamais exactement jusqu'où. Résultat, chaque combat reste un point d'interrogation. Et quand quelqu'un dégaine son Bankai, là c'est pas juste un plus 50 000, c'est une scène, c'est un événement, c'est une montée en tension. Et ça marche parce que les power rankings, c'est comme un panneau qui dirait attention, terrain glissant. Tu sais qu'il y a un danger et tu sais qu'il faut être prudent. Mais tu ne sais pas encore si tu vas glisser, tomber ou survivre avec panache. Et surtout, ça permet au scénariste ou au mangaka ou peu importe, de faire monter les enjeux sans saboter ses propres twists. Le lecteur / spectateur reste dans l'ignorance contrôlée, il anticipe, il théorise, mais il ne sait jamais à 100% ce qui va se passer, et ça c'est de l'or narratif. Et aussi, l'autre avantage de ces classements fous, c'est qu'ils posent des plafonds implicites dans DBZ. Goku peut faire 10 000 pompes et doubler sa puissance, génial, super profond, vas-y, casse-toi. Mais dans Jujutsu Kaisen, le plafond c'est Gojo. Tu veux être plus fort, tu dois le surpasser en talent, en stratégie et en maîtrise, pas en repassant une énième fois en salle d'entraînement avec un sac de sable et une OST dramatique. Et donc vous l'aurez compris, un bon combat c'est pas des chiffres, c'est une claque narrative. Quand tu réduis tes combats à des tableurs Excel, ça pose problème forcément. Quand tu commences à juger des personnages avec des chiffres qui sortent d'un chapeau magique, quand les histoires sont sacrifiées sur l'autel de la logique de puissance, bah c'est éclaté au sol. Parce qu'au final, un bon combat, c'est pas vraiment une affaire de qui est le plus fort, c'est une affaire de qui a le plus à perdre, qui a le plus à dire, et qui est le plus prêt à se battre pour ça. Un vrai combat, c'est pas censé juste te laisser bouche bée, c'est censé te faire flipper, c'est censé te faire douter, ça te donne envie de voir comment ça va se résoudre, pas juste de savoir qui a le plus gros score d'attaque magique. Quand un perso gagne parce qu'il a appris, souffert, observé, trahi ses attentes et survécu à son propre putain de doute, là tu ressens quelque chose. Mais quand il gagne juste parce qu'il a absorbé une orbe cosmique qui a doublé son taux de mana critique au carré, mais désolé, j'ai déjà vu ça dans 40 autres shonen, la plupart dans des pubs de jeux mobiles d'ailleurs. Donc c'est explosé sur le bitume. Évidemment, si on parle de combats stylés dans des shonen, ah voilà, à un moment donné, il va falloir effectivement faire référence à Togashi. Après vous me direz, j'ai déjà fait référence à Togashi avec Yu Yu Hakusho, mais Hunter x Hunter, bien évidemment, qui est pour moi le boss des mangas extrêmement bien écrits en ce qui concerne les combats. Quand tu vois par exemple Meruem, ce monstre ultime, perdre entre guillemets, même si bon, est-ce qu'il a vraiment perdu, face à un vieil homme prêt à tout sacrifier, pas parce que le vieil homme est plus fort, mais parce qu'il est plus déterminé, plus humain, plus tragique, et qu'il a aussi, également on va le dire, une bombe humaine greffée à son thorax. Bon, c'est le beau jeu, c'est magnifique, c'est stylé, c'est bien. Voilà, c'est très très bien même. Dans Hunter x Hunter, chaque combat est un casse-tête. Le gagnant, c'est pas le plus fort, c'est le plus malin, c'est celui qui a compris le jeu avant même que l'autre réalise qu'on jouait aux échecs avec des grenades. Et en fait, moi ce que j'aimerais dans les mangas, dans les shonen neketsu, c'est qu'on arrête de juger les personnages par des chiffres, qu'on arrête de croire qu'un nombre peut résumer un arc narratif, qu'on arrête de penser qu'un bon combat c'est juste une série de post badass avec une OST énervée et un compteur qui clignote. De toutes les manières, moi, j'ai été sympa, je n'ai name droppé que DBZ et Seven Deadly Sins comme exemple négatif de ce dont je parle, mais en réalité, il y a 40 000 autres exemples. Il y a Solo Leveling déjà, il y a également Shaman King, enfin, il y en a plein d'autres. Ces mangas de baston qui se basent uniquement sur les chiffres, ou en tout cas, grandement sur les chiffres. Parce que finalement, le problème, c'est que les chiffres mentent.
Mais les émotions, elles tapent toujours juste. Donc voilà, la communauté de Power Scaling peut continuer à débattre jusqu'à la fin des temps pour savoir si Goku peut battre Gojo avec les 2 bras dans le plâtre. Mais moi je vous le dis, je préfère 1000 fois un combat où je ne sais pas ce qui va se passer, mais où je ressens quelque chose. Parce qu'à la fin, on ne se souviendra peut-être pas du nombre affiché à l'écran. On se souviendra de l'impact. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Citez-moi dans les commentaires les pires mangas, effectivement, qui se basent sur les chiffres, et aussi les meilleurs mangas qui se basent pas sur les chiffres, justement. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.